Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un cas clinique vraiment fascinant. C'est une histoire où les apparences étaient, disons, assez trompeuses, mais où les chiffres, eux, ne mentaient absolument pas. Tout part de là. Une simple secousse. Un incident qui, sur le papier, a l'air de rien, mais qui va en fait déclencher une cascade d'événements super complexes et surtout très douloureux. Alors qui est notre patient ? C'est un homme de 33 ans, chauffeur de bus, père de famille. Et le 24 avril 2022, sa vie bascule. Comment ? En heurtant un sample nid de poule. Ce n'est pas un accident spectaculaire, loin de là, mais la douleur qui s'ensuit, elle, est immédiate, violente et le met direct en arrêt de travail. Et attention, on ne parle pas d'une petite douleur localisée. Le patient, il décrit une sorte de toile d'araignée de la souffrance. Ça part du bas du dos, ça irradie dans le bassin, ça remonte le long de la colonne, et ça finit même par descendre jusque dans les deux genoux. C'est partout. Et pour essayer de mettre un chiffre là-dessus, eh bien sur une échelle de 1 à 10, la douleur monte à 8 dès qu'il fait le moindre petit effort. Je parle de porter un truc léger. C'est donc une douleur quasi constante, très forte, qui vient complètement chambouler son quotidien. Bon, face à une situation pareille, la première chose à faire, c'est de comprendre d'où vient le problème. Une véritable enquête commence. Le réflexe, bien sûr, c'est l'imagerie. On fait donc une IRM. Et c'est précisément là que le mystère commence à s'épaissir. Alors, qu'est-ce que dit le rapport ? Il dit ça. Discopathie très modérée, mais aucun conflit disco-radiculaire. En clair, oui, on voit bien une petite usure du disque, mais vraiment rien de méchant. Et surtout, le point crucial, c'est que le rapport est formel. Il n'y a aucun nerf coincé qui pourrait expliquer une douleur aussi intense. On a donc un décalage complet entre ce que l'image montre et ce que le patient ressent. Et là, c'est la grande question. Si l'anatomie, ce qu'on voit sur l'IRM, ne donne aucune réponse, alors où est-ce qu'on doit chercher ? Bon, l'imagerie classique ne mène nulle part, c'est une impasse. Il faut donc changer de tactique. Et c'est là qu'on va aborder une nouvelle façon d'évaluer le corps. On ne va plus regarder sa structure, mais plutôt sa fonction. En fait, il faut voir ça comme deux manières de regarder le même problème. D'un côté, il y a ce qu'on voit, l'imagerie structurelle, l'IRM, les radios, ça nous montre l'architecture, le squelette en quelque sorte. Et de l'autre, il y a ce qu'on peut mesurer, les données fonctionnelles. Là, on regarde comment le corps bouge, comment il performe vraiment. C'est un changement total de perspective. Et pour faire cette évaluation fonctionnelle, on ne sort pas une règle et un crayon, on utilise des outils de pointe, comme les systèmes PEPS, qui s'appuient sur la technologie de Vald. Ce sont des capteurs de mouvement, des capteurs de force, qui vont quantifier la performance du corps avec une précision, chirurgicale. Ok, alors, maintenant qu'on a les outils, qu'est-ce que cette nouvelle approche nous révèle ? Écoutons un peu l'histoire que les données du corps elles-mêmes ont à nous raconter. La question, c'est donc, concrètement, qu'est-ce que ces mesures ultra précises ont montré ? Et la première réponse, elle est assez parlante. Regardez ce tableau. On voit des limitations d'amplitude partout. L'extension du tronc, 15 degrés, alors qu'on attendrait entre 20 et 30. La flexion du genou, 85 et 92 degrés, au lieu de 130 normalement. Bref, ces chiffres le confirment de manière objective. Il y a un gros souci fonctionnel. Toutes ces limitations de mouvement, c'est le signe que le corps est en mode compensation. Il bricole, il met en place des stratégies pour se protéger. Mais le vrai indice, la clé de toute cette énigme, elle se cache ailleurs, dans la force musculaire. Et pour mesurer cette force, voilà comment on s'y prend. On utilise un dynamomètre pour évaluer très précisément la force que les muscles ischio-jambiers, ceux à l'arrière de la cuisse, sont capables de générer. Et là, c'est le moment Eureka. Ce graphique, c'est la pièce qui manquait au puzzle. Il nous montre une asymétrie de force de 21,5% entre les ischio-jambiers gauche et droit. C'est énorme. Ce déséquilibre majeur oblige tout le corps, du bassin jusqu'au dos, à compenser non-stop. Et ça crée une cascade d'instabilité et de douleur. Voilà une information que l'IRM, par nature, ne pouvait absolument pas nous donner. Ok, maintenant qu'on a le chiffre, la donnée objective, voyons comment ce déficit se traduit dans la vie de tous les jours du patient. Ce graphique, il est hyper parlant. C'est le score de qualité de vie calculé selon les normes de l'OMS. Et regardez le domaine de la santé physique, 17,88 sur 100. C'est un effondrement. On voit bien que les autres domaines sont touchés aussi, mais c'est vraiment la dimension physique qui est au cœur du problème. D'ailleurs, la conclusion du rapport le dit noir sur blanc. L'obstacle principal, ce qui plombe la qualité de vie globale, c'est bien la santé physique. Tout part de là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'identifier le problème, ce n'est que le début. Le gros avantage de ces données, c'est qu'elles nous montrent aussi très clairement le chemin à suivre pour s'en sortir. Et grâce à ces chiffres, le plan d'action devient limpide. Étape 1, on a identifié la vraie source du problème, cette fameuse asymétrie de 21,5%. Ce n'est plus une vague hypothèse, c'est un fait mesuré. Étape D,
À partir de là, on peut bâtir un protocole de rééducation super ciblé pour renforcer spécifiquement les ischio-jambiers gauche et corriger ce déséquilibre. Et étape 3, qui est cruciale, le suivi. On pourra remesurer au fil du temps pour vérifier objectivement que la guérison est bien en route. Au final, le mystère est résolu. Et la solution, elle n'était pas cachée dans une image statique figée dans le temps. Elle était là, dans les chiffres, dans les mesures. Il suffisait d'écouter l'histoire que le corps lui-même racontait à travers ces données. Et ça nous laisse sur une réflexion assez fascinante, non ? À une époque où l'on peut écouter et comprendre le langage des données du corps avec une telle précision, comment est-ce que ça va changer notre façon de guérir ? Comment ça va transformer notre approche de la douleur et de la rééducation ? C'est une question ouverte. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.